Et donc, je vais essayer de vous parler de Condialant, donc, qui est un modèle de la production de la parole à voix haute. Et ce modèle, il peut nous dire des choses, il peut essayer d'expliquer diverses manifestations de ce qu'on appelle l'endophasie, c'est-à-dire le langage à l'intérieur de soi. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Et donc, on va commencer par essayer d'expérimenter ensemble ce que c'est que l'endophasie. Donc, un petit exercice. Je vais vous demander de chercher dans votre tête les mots qui correspondent aux définitions qui sont données ici. Et donc, si vous êtes plus à l'aise avec le français, vous avez une version française à gauche, et plus à l'aise avec l'anglais, version anglaise à droite. Et donc, en faisant ce type d'expérience, vous pouvez avoir des moments où vous avez peut-être, certains d'entre vous, la sensation d'avoir le mot, mais il est sur le bout de la langue, on n'arrive pas encore à le trouver. On a un mot sous une forme phonologique incomplète, mais c'est quand même du langage. On sait que c'est un mot du français qui commence par ce et qu'il y a un cluster consonantique dedans et que c'est peut-être ah oui, sextant. Et donc ça, c'est une sensation assez commune de phonologie incomplète. Et maintenant, une deuxième expérience, je vais vous demander de lire cette phrase et puis ensuite de fermer les yeux, essayer de vous chanter ou de répéter cette phrase 3 fois dans votre tête silencieusement. Et donc, maintenant, de nouveau, une petite expérience, des petites questions. Est-ce que vous avez entendu le son des mots dans votre tête quand vous avez chanté mentalement? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez entendu des sons? Oui, beaucoup d'auditifs. Est-ce que vous avez mentalement articulé les mots? Oh. Est-ce que vous avez vu les mots écrits dans votre tête? Là, c'est plus rare, mais on voit qu'il y a des personnes qui lisent dans leur tête. Et est-ce que vous avez eu l'impression d'entendre des erreurs sur le TH anglais ou le R? Oui. Est-ce que vous avez vu des images associées à la sémantique de cette phrase, un monde merveilleux, la trompette de Louis Armstrong? Est-ce que vous avez entendu la musique associée? Oh. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase I think to myself? En français, on dit je me dis. Est-ce que ça ne suffit pas de dire je dis? Pourquoi est-ce qu'on dit je me dis? On dit à qui? Qui écoute quand je dis je me dis? Et donc, maintenant qu'on a introduit les questions qui sont sous-jacentes à l'endophasie, je vais vous parler d'abord des formes typiques. Et les formes typiques de l'endophasie, elles se rassemblent sous 3 dimensions. La première, c'est la dimension de condensation. Donc, on a des moments où la parole intérieure, l'endophasie, elle est sous forme très condensée, avec une phonologie incomplète. Donc, c'est cette sensation de mots sur le bout de la langue que vous avez peut-être eu tout au début. Et puis il y a d'autres moments où la parole intérieure, elle va être au contraire de condensée, elle va être complètement développée, déployée, avec des corrélats sonores, auditifs, moteurs, visuels. Et donc c'est ce que vous avez expérimenté en essayant de chanter dans votre tête. Et donc ça, on peut le montrer expérimentalement et faire de l'imagerie et montrer, c'est une vieille étude qu'on avait faite avec Monica en 2005, où on avait montré qu'en effet, il y a des corrélats, des régions cérébrales qui correspondent à des corrélats auditifs et moteurs qui sont activés lors de la production de phrases dans notre tête. La deuxième dimension importante de l'endophasie, c'est la dialogalité. On peut avoir des monologues quand on parle dans sa tête, mais on peut aussi avoir des dialogues. On peut imaginer une conversation à venir, on peut rejouer une conversation passée, on peut imaginer Armstrong en train de chanter. Et donc, on a cette fluctuation entre le monologue pur et le dialogue, où on est capable de simuler la voix d'autrui ou la trompette d'autrui dans sa tête. Donc ça, c'est la dimension de dialogalité. Et là encore, on a pu observer expérimentalement avec de la neuroimagerie dans le cadre du projet Inner Speech, avec Marcella, avec Monica, avec plein d'autres personnes, qu'on a des réseaux cérébraux qui nous permettent ça, qui nous permettent de simuler la voix d'autrui et même de prendre la perspective où on a l'impression que c'est autrui qui nous parle. Et enfin, la troisième dimension, c'est celle de l'intentionnalité. On a parfois des moments où on a l'impression d'avoir décidé de parler dans sa tête de façon intentionnelle, de façon volontaire. Et puis, c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on se dit « Allez, je vais répéter la phrase écrite à l'écran ». Et puis, on a l'impression aussi d'être l'auteur des mots qu'on entend dans sa tête. Donc, on a intentionnalité et agentivité. Et puis il y a d'autres moments où la parole intérieure, elle est plus vagabonde. C'est ce qui se passe dans le vagabondage mental, où la parole, elle a l'air de nous survenir comme si, à l'improviste, comme si on n'avait pas décidé.
Et là encore, on a pu observer des corrélats neuroanatomiques de ces phases de vagabondage mental où on a du langage qui n'est pas décidé, qui n'est pas intentionnel. Donc, on a ces 3 dimensions importantes qui sont donc la condensation du condensé. Alors, comment on fait là? Voilà, du condensé au développé, du dialogal, du monologal au dialogal, et puis de l'intentionnel au vagabond, au non intentionnel. Et est-ce qu'on peut essayer de rendre compte de ces 3 dimensions avec un modèle neurolinguistique? Et donc, la façon de le faire la plus simple, c'est de repartir des vieux modèles qu'on connaît, celui de Levelt notamment, où vous savez qu'on part quand on veut parler, quand on veut prononcer un énoncé, on part d'un objectif expressif, on va avoir une phase de conceptualisation où on obtient un message qui est préverbal, dans une forme préverbale. Ensuite, on va formuler, trouver la syntaxe, les mots, le lexique, la prosodie, et on va avoir à ce moment-là un plan phonologique. Et ce plan phonologique, on va ensuite fabriquer un programme articulatoire, on va planifier les gestes nécessaires pour produire ce plan phonologique, et on va avoir ensuite l'exécution articulatoire et la parole à voix haute qui sort. Et donc on a ces différentes étapes qui ont été repérées avec un processus descendant d'une part, mais ce processus, pour qu'il puisse bien se dérouler, il y a besoin d'être contrôlé, et donc le contrôle, c'est la voie ascendante, la flèche en pointillé que vous voyez sur la droite, et le contrôle, il se fait par comparaison entre les signaux de la voix descendante et de la voix montante à chaque niveau. Donc au niveau du message préverbal, au niveau du plan phonologique, et puis on va voir au niveau de la planification articulatoire. Et ce contrôle, il se fait par ce qu'on appelle un mécanisme, il est proposé par un mécanisme prédictif. Et donc, si on veut, là où c'est le plus facile à décrire, c'est au niveau de la planification articulatoire. On part d'un plan phonologique qui est sous une forme encore un peu abstraite, et on va avoir une prédiction sensorielle de ce programme articulatoire, de la conséquence sensorielle qu'aurait ce programme articulatoire. Donc, on fait cette prédiction du son qui va bientôt sortir. Et donc ce son, c'est une conséquence de l'exécution, une conséquence prédite de l'exécution du mouvement. Et donc cette prédiction, dans le modèle, c'est ça qui est justement la petite voix qu'on entend dans sa tête. Et donc cette prédiction, elle est générée par un simulateur, ce qu'on appelle un modèle interne, et elle est générée à partir d'une copie déférence des commandes motrices qui sont envoyées aux articulateurs, aux organes de parole. Alors maintenant qu'on a ce modèle qui nous sert à parler à voix haute, comment ça se passe quand on parle dans sa tête? Il va y avoir de l'inhibition. Et donc le monologue intérieur, la parole intérieure, on peut faire un jeu de mots et dire que c'est un monologue antérieur à la voix haute. Et donc c'est cette fameuse prédiction qui arrive avant même qu'on parle à voix haute. Donc la parole intérieure, c'est de la parole à voix haute tronquée. Et le niveau auquel on coupe va nous donner le degré de condensation ou de développement de l'endophasie. Si je coupe, il y a du vent. Si je coupe après la planification articulatoire, je vais avoir une parole intérieure qui est développée, qui est sous forme audible, qui est la petite voix. Et puis si je coupe un peu plus haut, je vais avoir une parole intérieure, une endophasie qui est semi-développée, voire condensée. Ensuite, la dimension de dialogalité, elle se fait parce que ce fameux modèle interne qui génère une voix, qui génère une prédiction sensorielle, en fait, on peut apprendre à générer différents types de voix. Donc la voix de soi-même et la voix d'autrui. Et donc c'est ça qui nous fournirait cette sensation d'entendre la voix d'Armstrong. On a pu le montrer dans l'étude Inner Speech, on a des mécanismes cérébraux qui nous permettent de changer de perspective, de passer de la première à la troisième personne. Et c'est ça qui donne vraiment cette sensation que autrui nous parle, donc de parole intérieure dialogale. Et enfin, l'intentionnalité. Ce contrôle prédictif, il demande à chaque niveau, il est hiérarchique, il se fait à chaque niveau, et il est effectif en parole intérieure pour vérifier que ce qu'on est en train de produire dans sa tête est conforme à l'objectif expressif. Et quand on est en parole intérieure intentionnelle, on va avoir un monitoring qui est très serré, qui est très sévère, alors que quand on est en parole intérieure vagabonde, on peut relâcher ce monitoring et du coup avoir une parole intérieure plus improviste et moins contrôlée et plus susceptible d'erreur, bien sûr. Et l'agentivité, elle proviendrait du fait que la parole intérieure, donc qui est ce signal prédit, elle est identifiée comme autoproduite parce qu'elle est toujours précédée d'un signal planifié. Et comme donc on a un agencement temporel qui est important ici,
Le fait d'avoir un signal planifié avant le signal prédit nous identifie cette parole intérieure, cette sensation sonore, comme étant autoproduite. Et cette comparaison-là va nous faire aussi que, comme on a un signal planifié présent avant, on va atténuer la sensation perceptive, ce qui fait que la parole intérieure est souvent perçue comme étant moins forte qu'une parole véritable venant de l'extérieur. Donc pour résumer le modèle Condialent, on a la condensation qui est gérée par le niveau auquel on va couper, on va inhiber le processus de production de parole, la dialogalité qui est générée par le simulateur interne de voix qui va être possiblement adapté à plusieurs types de voix, l'intentionnalité qui est gérée par le degré de monitoring à chaque niveau et l'agentivité qui est gérée par le séquencement temporel des signaux planifiés et préduits et puis par l'atténuation perceptive des signaux autogénérés. Alors, maintenant qu'on a ce modèle qui semble adapté à la parole intérieure typique, est-ce que ce modèle il marche aussi pour des formes de parole intérieure un peu plus atypiques ? Alors la première qui va nous intéresser, c'est la fameuse aphantasie. Donc vous savez que vous avez peut-être entendu parler du fait qu'il y a des personnes qui ont une absence d'imagerie mentale volontaire. C'est-à-dire si on leur demande d'imaginer le monde visuellement dans leur tête, ils ne vont pas voir, ils ne rapportent pas la sensation de voir le monde dans leur tête. Et on va avoir au contraire des personnes qui ont une hyper-fantaisie et chez qui, quand on leur demande d'imaginer le monde, l'image est très claire et aussi nette et réelle que dans la réalité. Et en fait, cette absence d'imagerie ou bien cette extrême précision de l'imagerie, elle peut exister aussi dans d'autres modalités que la vision, et notamment dans l'audition. Et donc, une personne avec une aphantasie auditive et ou somatosensorielle, eh ben, on peut supposer qu'elle aura une endophasie qui sera condensée, qui n'aura pas de corrélat sonore, alors qu'une personne avec hyperphantasie, on imagine qu'elle aura une endophasie sur le versant au contraire très développé. Donc finalement, la phantasie et l'hyperphantasie, on peut imaginer que ce sont des formes extrêmes sur cette dimension de condensation. Donc ça fait partie des recherches en cours qu'on mène avec Alan en particulier, où on essaye de recueillir en ce moment des données subjectives et objectives sur le format de l'endophasie chez les personnes avec aphantasie, et puis essayer de mieux comprendre quelle est leur parole intérieure, est-ce qu'ils en sont au plan phonologique ou même peut-être seulement au plan préverbal, qu'est-ce que c'est que les représentations de parole intérieure chez les personnes avec aphantasie. Et puis, on essaye d'expliquer qu'est-ce que c'est comment on peut expliquer qu'il n'y a pas de sensation auditive. Est-ce qu'ils n'ont pas de prédiction tout court? Mais ce n'est pas possible qu'il n'ait pas de prédiction puisqu'on l'a montré dans ce modèle. On a besoin d'une prédiction pour pouvoir parler de façon fluide, à voix haute. Donc, ils sont capables de faire des prédictions, mais peut-être qu'ils ne la font plus quand ils sont en mode parole intérieure, c'est-à-dire qu'ils décident de couper et coupent peut-être plus haut que les personnes toutes venant typiques. Chez les personnes avec hyperphantasie, si la parole intérieure est très précise et a un timbre très proche de celui de la réalité, c'est peut-être parce que le système de prédiction est excellent et que donc les modèles internes chez ces personnes-là sont beaucoup plus précis. Un autre cas atypique de parole intérieure, c'est l'hallucination auditive verbale qui peut être considérée en fait comme une parole intérieure dialogale, c'est la voix d'autrui, qui est non intentionnelle, elle est vécue comme survenant à l'improviste et qui est accompagnée d'un déficit d'agentivité, c'est-à-dire que la personne n'a plus l'impression d'être l'auteur de sa parole intérieure, mais a l'impression que cette voix, elle vient de l'extérieur. Et donc ça, ce serait lié probablement à un déficit d'agentivité et on l'a vu, ce serait lié à un déficit d'alignement temporel entre les signaux planifiés et prédits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents degrés de condensation qui sont attestés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des hallucinations où ils disent « j'entends une voix », puis d'autres personnes disent « on me communique quelque chose, mais ce n'est pas sonore ». Et donc on peut supposer que cette défaillance de l'agentivité, elle puisse survenir à différents niveaux de condensation, donc au niveau de la prédiction, du plan phonologique ou du message préverbal. Et donc, il faut qu'on comprenne mieux cette histoire d'agencement temporel entre signaux prédits et planifiés. Et donc là, c'est des recherches en cours avec Monica, avec Jean-Baptiste, avec Émilie et avec Célise. On essaye on a le projet de recueillir des données SEEG chez des patients qui sont implantés dans les régions auditives et frontales, avec l'idée que si la planification est présente d'abord, on devrait avoir des activités frontales d'abord, suivies ensuite du signal prédit, donc de l'activation dans les régions auditives.
D'autres travaux qu'on mène en ce moment avec Monica et Célise, c'est le projet de Monica sur les personnes avec aphasie non fluente. Ça nous permet aussi de mieux comprendre si, chez des personnes qui ont des difficultés de parler à voix haute, est-ce qu'il subsiste une forme de parole intérieure et est-ce qu'on peut essayer de mieux la quantifier, mieux la caractériser. Vous vous rappelez aussi de la thèse de Ladislas Nalborsic qui a été co-encadrée avec Marcella, avec aussi Ernst Koster en Belgique. Les ruminations, c'est aussi une forme de parole intérieure qui est cette fois-ci négative et répétitive et excessive. Et on avait pu montrer que cette forme de parole intérieure, elle est sous un format développé parce qu'on avait pu observer de l'activité labiale lors des ruminations qui indiquait qu'il y avait une implication motrice, sous-entendant un vrai engagement moteur, un vrai engagement articulatoire pendant les ruminations. Ces résultats-là, ils n'ont pas été toujours répliqués. Et donc, on se dit que finalement, il y a peut-être des formes plus ou moins condensées j'arrête bientôt, de rumination. Donc ça reste à comprendre. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et puis aussi, ce qui nous reste à comprendre, c'est pourquoi cet objectif expressif, il se met en boucle. Donc, pourquoi il y aurait un problème d'initiation et d'interruption du phénomène ruminatoire. Donc, ça, c'est le modèle Condiolin dans sa vraie version actuelle, avec les réseaux cérébraux qui ont été un petit peu identifiés pour toutes les différentes opérations, et où on voit comment les contrôles se font à chaque niveau. Mais il y a encore beaucoup de questions dans ce modèle. D'abord sur la nature des représentations supramodales, donc chez les personnes avec aphantasie, sur les modèles internes et la diversité des qualités des prédictions sensorielles, sur la gestion de l'alignement temporel entre signaux ascendants et descendants, et puis sur le contrôle de haut niveau. Comment on fait pour interrompre à différents niveaux ou pour initier à différents niveaux les opérations. Et donc, toutes ces questions font qu'il y a une nécessité de compléter ce modèle avant son implémentation computationnelle. Donc, c'est là que je regarde du coin de l'œil Julien, qui ne va pas me rater là-dessus. Mais donc, il n'est pas prêt, notre modèle, pour être implémenté. Je voudrais aussi défendre la pertinence de l'étude de l'endophasie dans des populations variées. Ça ne suffit pas d'étudier les personnes typiques. Sinon, on rate notamment la fantaisie et on rate le fait qu'on puisse parler dans sa tête sans sensation sonore. Et puis, en fait, ces travaux sur la fantaisie remettent en question quelque chose qui est assez troublant pour moi, qui a été formé en sciences cognitives avec la notion de phonologie comme étant des sensations, des représentations articulatoires, motrices, auditives. Là, on est en train de se rendre compte qu'il peut y avoir des phonèmes qui sont sous un format amodal, abstrait. Et il faut qu'on arrive à mieux comprendre ça, à mieux expliquer ça. Voilà. Donc, c'est de l'art abstrait.